J'ai eu 2 passages en freelance. Déjà, peut-être ça c'est plot twist, Ok. j'ai eu 2 passages en Ah ça, je freelance. savais pas. Le premier, c'était en 2017. C'était suite à des expériences de CDI ratées, où je me suis dit en fait plutôt que d'enchaîner des CDI et que ça capote au bout de 6 mois, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais faire ça à mon compte. Et là j'ai eu un premier lancement en freelance où j'étais un freelance qui était un peu un salarié déguisé en quelque sorte, parce que mes contrats je les ai trouvés par des SS2I. Et en gros j'ai fait 1 an de freelancing où je faisais des petites missions sur Malte et où j'avais 2 grosses missions via une SS2I où j'avais 2 jours par semaine dans un grand groupe, 2 jours par semaine dans un autre grand groupe, les 2 fois en présentiel, Ah avec la oui. petite veste de blazer, les petites bottines et tout. Donc tu vois, c'était pas du tout le freelance de Ouais. maintenant. Ça, j'ai fait ça pendant 1 an et ça marchait vraiment bien parce que j'avais déjà à l'époque un TJM sur une mission à 500 et sur l'autre, je commençais à comprendre qu'il fallait monter à chaque fois. Donc sur la deuxième, j'avais un truc à 550. Donc tu vois, j'arrivais à faire 7-8 000 de chiffre d'affaires tout seul avec mes petites mains en micro-entreprise à l'époque. Ça, c'était le premier passage en freelance. Si je suis retombé dans le salariat derrière et en CDI, c'est parce que j'aimais pas trop finalement ce rythme de 2 jours, et que on m'a fait une super proposition que je pouvais pas refuser. C'était une start-up qui me proposait un CDI, et d'ailleurs tu vas sûrement connaître la personne qui m'a C'était recruté. Comet, non? C'était Comet, et donc c'était Johan Ouais. Lopez que j'avais eu en face au bout du ligne, enfin au bout du téléphone, et qui m'avait dit bah écoute, on cherche quelqu'un en marketing pour faire ça. En plus, je vois que t'es freelance. Nous, on fait quelque chose qui œuvre pour les freelances. Il m'avait vraiment séduit et on a bossé 1 an ensemble du coup avec Johan chez Comet. Ok. Et voilà. Et après, j'ai continué un petit peu dans cette voie-là. Je suis resté en CDI pour des questions très bêtes aussi de sécurité, hein. Je pense que dans le fond, les questions que se posent les freelances de est-ce que c'est suffisamment stable, est-ce que finalement le sacro-saint CDI c'est pas la solution, bah, je me les suis posées aussi. Et d'ailleurs, je suis resté dans ce monde-là derrière à continuer à faire des boulots dans des startups, sachant pertinemment que c'était pas pour moi. Et le deuxième passage que j'ai eu en freelance, c'était avant d'être papa, avec après une énième expérience en startup qui a capoté, où là je me suis dit ok mec, en fait t'es inemployable. Enfin genre tu ne peux pas constamment dire que c'est les gens qui sont le problème. En fait, ça fait 10 fois que tu fais 6 mois dans une startup, en plus que tu les appelles des startups maintenant. Tu vas pas expliquer à qui veut bien l'entendre que c'est toujours ton manager qui est un gros con. Donc peut-être que ton manager c'est un gros con, très certainement d'ailleurs, mais c'est sûrement toi le problème aussi. Donc maintenant, réfléchis à quel est le problème, sors-toi les doigts et fais quelque chose qui fait que tu vas pouvoir tenir plus de 6 mois dans une putain de boîte. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je me suis mis à mon compte. Je me suis dit ok, je vais être papa. J'ai pas envie que mon fiston il voit un papa déprimé qui peut pas rentrer le soir parce qu'on lui a collé une réu, qui arrive en retard parce qu'on lui a claqué un dossier sur la table à 19h, qu'on envoie en séminaire je sais pas où. Je voulais être maître de mon temps pour pouvoir m'occuper de mon fils. Et je me suis dit je peux capitaliser sur toute mon expérience pour me lancer dans le freelancing. Ça veut dire monter ma boîte, me mettre à mon compte et générer du cash dès le premier jour. Parce que ça, je l'aurais jamais fait, tu vois, de me lancer dans l'entrepreneuriat sur le point d'avoir un enfant et de partir sur un projet alambiqué, à devoir chercher des fonds auprès de la BPI et d'avoir un truc qui se vend pas, tu vois, ça, j'aurais pas fait. Par contre, j'étais dans ma zone de confort quand même, en quelque sorte. Je savais que j'avais une expérience de freelance qui avait fonctionné avant et je savais que je pouvais la relancer et générer des revenus dès le départ. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'était en 2020, du coup. Ok. Donc en gros, si je résume, en 2017, t'as fait ta première expérience de freelance. 2018, Comet pendant 1 an. Ouais. 2019, du coup, t'étais D'autres encore un peu CDI, mais des trucs en... qui n'ont pas fonctionné. Tu vois, Ok. j'ai fait. D'ailleurs, c'est le truc. Franchement, hein, je te dis honnêtement, j'ai des trous dans mon CV. Hein. Ça, j'aime bien. Je Bah, l'aurais en jamais fait, dit à un employeur, tu vois. Mais toi, je te le dis, j'ai des trous. En fait, il y a des trucs des fois où j'ai des expériences qui ont duré 3 mois. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que tu rallonges l'expérience d'avant pour mettre 3 mois de plus. Enfin, tu vois, je sais même pas pourquoi je le fais encore, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver, je en m'en fiche. cherchant en fait Mais pour l'épisode du jour, j'ai regardé du coup sur ton profil LinkedIn ce que tu avais fait. Je crois que dans une newsletter, tu parlais aussi que ça faisait 7 ans que tu étais freelance. Mais du coup, il y avait des points où c'était pas raccord. Du coup, là, ça ouais. se justifie un peu. En Mais fait, qu'est-ce qui je t'a disais poussé en 7 ans à fait? l'époque. Je pense que j'avais peut-être besoin de me prouver des choses. Et j'avais l'impression, je pense, que de dire plus d'expérience, ça me valorisait en quelque sorte. Maintenant, tu vois, si tu me demandes, je préfère te dire que ça fait 4 ans. Parce que pour moi, c'est plus cohérent. Et j'avais pas le même, enfin, c'était pas le même freelance que tu avais en face de toi. Tu vois, le freelance SS2I, pour moi, c'est un autre type. Aujourd'hui, en fait, à partir de 2020, quand je me suis remis à mon compte, derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des missions, mais que j'ai lancé derrière un média pas longtemps après. Tu vois, j'ai lancé un podcast, j'ai commencé à documenter mon aventure sur LinkedIn, j'ai fait du building public, j'ai parlé à d'autres freelances, et en fait, la vraie expérience entrepreneuriale
du freelance, je l'ai eu à partir de 2020. Donc, si tu veux, je savais déjà trouver des contrats en 2017. Je l'ai fait plusieurs fois et d'ailleurs c'est sur cette période 2017 où j'avais deux contrats, gros contrats un peu style à la défense, tu vois, sur du présentiel dans des grands groupes et tout, mais je faisais quand même des petites missions sur Malte à côté. Et en fait sur 2017-2018, je devais quand même déjà avoir une trentaine, quarantaine de missions à mon actif sur Malte, en plus des contrats Ah SS2I, tu vois. oui, Donc c'était pas non plus ok. que et Comet, je pourrais plus dire quand c'était. Je sais plus. Franchement, je sais plus, peut-être 2018, 2019. En fait, il y a Mais trop de trous. J'aime bien dire, tu vois, comment t'es arrivé en 2017 du coup à te mettre freelance? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant pour te dire ok, je vais tenter freelance? Bah, alors si, moi j'ai la chance quand même d'avoir eu toujours des gros postes en marketing dans des startups, tu vois, donc je pouvais Ok. valoriser ça. Si tu veux, j'avais toujours des postes de head of marketing, j'avais eu même des postes de CMO, head of growth, tu vois, des trucs un peu comme ça, qui d'ailleurs, honnêtement, valaient pas grand-chose. Enfin, très honnêtement, je cassais pas du tout les briques à cette époque. Euh, Bon bah écoute cool, je pense que j'étais plutôt fort en entretien, mais derrière j'étais face à voilà, je pense que j'étais pas dans une zone où je cherchais à progresser vraiment, tu vois, je pense pas que moi le salariat m'a mis dans une phase où je pouvais me dire qu'il fallait être meilleur un peu chaque jour, alors que quand t'es freelance t'as pas trop le choix. Aujourd'hui je suis dans une quête de croissance constante, mais de développement, tu vois, de développement personnel constant. Je me repose pas sur mes lauriers, tu vois, je considère à chaque fois qu'il me manque des choses. Et donc j'avais ce background quand même de postes un peu sexy en startup, qui était en plus à l'époque un monde un peu sexy, tu vois, la startup. Un peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression, mais en 2017, Ouais. 2016, 2017, 2018, le côté startup nation et tout, c'est quand même un peu cool. C'est un peu cool. Et donc, avec ça, c'était facile de trouver des premières missions en freelance, surtout que moi c'est des gens qui m'avaient contacté, je passais par des cabinets de chasseurs de tête à chaque fois pour trouver mes jobs en startup. Et j'avais un jour une SS2I qui m'a contacté en direct en me disant, hey mec, tu pourrais peut-être être freelance, tu vois. Et donc c'est cette personne-là qui m'a permis de trouver des missions qui n'étaient pas exactement les premières, parce que ma vraie toute première mission, c'était un CDI où j'ai passé un entretien en CDI que j'ai transformé en contrat freelance. Tu vois, Ok. la toute première mission, c'était ça. Enfin bon, c'est une histoire un peu plus longue, mais voilà. Et mes deuxième, troisième missions, c'était du coup ce gars Amaury qui bossait dans une SS2I à l'époque, Ametix. Je sais même pas si elle existe encore cette boîte. Une grosse SS2I. Si je crois qu'elle a été rachetée par le groupe La Poste ou il y a un truc comme ça, un délire dans ce genre-là. Et ouais. Et puis grâce à lui, en fait, c'est là que j'ai pu vraiment me prouver que le freelancing, c'était pas juste trouver des petites missions à 300 balles par-ci, 300 balles par-là sur Malte, mais que c'était aussi et surtout de pouvoir vraiment bien vivre. Quand tu fais 6 000 à 7 000 euros de chiffre d'affaires en micro, en fait, tu gagnes bien mieux que quand tu as un poste de head-off en startup, tu vois. Ouais, carrément. Mais en fait, ce mindset de réaliser que c'est faisable, il y a une étape à franchir quand même. Enfin, moi, j'avais un pote qui m'a. D'ailleurs, Bastien, si tu passes, je te passe le bonjour. Mais qui faisait déjà du freelance et qui m'a convaincu d'en faire. Mais en fait, c'est lui qui m'a montré que c'était faisable. Et généralement, cette étape-là, on a besoin d'une personne extérieure pour nous montrer que, en gros, le freelance, en fait, tu peux en vivre, tu peux faire quelque chose. Et t'as utilisé une expression que moi j'adore, être inemployable. Ça, c'est un truc que je me retrouve tellement dedans. Le fait que, bah, justement, en termes de développement personnel, on a plus de satisfaction pour travailler pour soi que pour travailler pour quelqu'un d'autre. Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, du coup, le freelance au quotidien, à part cette croissance, on va dire, quotidienne? Enfin, déjà, moi, je pense, tu vois, je dis que je suis inemployable, et j'aime bien cette expression aussi, et puis surtout qu'elle est, enfin, c'est réel. La vérité, c'est que je pense que j'étais une plaie pour les managers que j'avais à l'époque. Je me rends compte aujourd'hui même que j'étais pas très bon dans ce que je faisais, vraiment, tu vois, et que j'étais pas toujours le plus pertinent. Euh, je me demande si les managers que j'avais à l'époque se rendent compte que non plus n'étaient pas très bons avec le recul, parce que c'était aussi le cas. Tu vois, moi, avec 4-5 ans de recul, je peux me dire que oui, j'étais mauvais, mais eux aussi étaient mauvais. J'espère pour eux qu'ils ont pris conscience et qu'ils ont réussi tu vois, à aller dans la bonne direction, on va dire. Mais en tout cas, j'estime avoir réussi à aller dans la bonne direction après, en me secouant un petit peu. Et aujourd'hui, le freelance que ça m'apporte, ben, moi, mon truc préféré, je pense, c'est d'être responsable de mes victoires et de mes défaites. Tu vois, il y a un côté où je suis joueur d'échecs pas à la base, genre, j'ai un tout petit niveau, mais j'ai beaucoup joué aux échecs gamin, je faisais des compètes, j'avais des coupes et tout. Je fais des arts martiaux. Et en fait, dans ces deux disciplines, ce que tu retrouves, c'est que pour progresser, il faut se faire éclater, tu vois. Genre, ça t'apprend à aimer la défaite si tu veux, parce que te faire éclater par quelqu'un de meilleur que toi aux échecs ou au jiu-jitsu brésilien, tu peux pas te dire que la personne en face, elle a eu de la chance.
Tu vois, tu peux pas tout remettre sur un événement extérieur où l'univers t'a joué des tours. En fait, tu t'es fait éclater aux échecs parce que la personne en face elle est meilleure que toi. Au JJB, tu te fais éclater parce que la personne est meilleure que toi. Donc, tu as deux solutions à partir de là. Soit tu te dis, c'est trop nul, j'aime pas perdre, j'arrête tout. Soit tu te dis, comment je fais pour arriver à me rapprocher des personnes qui me battent. Donc, j'analyse un petit peu ma partie d'échecs, je progresse dans mon jeu en jiu-jitsu brésilien. Et ben, c'est pareil pour le freelancing. T'as des échecs, des missions qui fonctionnent pas en CDI. Tu te dis une fois, deux fois, je réessaye, je réessaye, je réessaye. À un moment, faut se rendre à l'évidence, faut se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour progresser davantage. Peut-être que finalement, le problème, c'est pas le fait de vouloir travailler ou d'aimer le marketing, c'est peut-être le contexte. Peut-être que finalement, le freelancing sera plus approprié pour moi pour pouvoir prendre mes propres décisions, pas être micromanagé, avoir plus de temps et plus de liberté d'esprit pour penser à des choses. Tu vois, moi, je pense ce qui me plaît beaucoup dans le freelancing aujourd'hui, c'est, en plus des clichés, hein, de la liberté d'emploi du temps, machin, c'est aussi le fait d'avoir de l'espace entre mes pensées. Si tu veux, j'ai pas constamment quelqu'un qui est en train de me coller aux fesses en me disant alors t'en es où, alors t'en es où, et que je suis en mesure de choisir Ouais. des clients qui ont conscience que ma zone de génie peut se situer à un endroit qui est pas forcément toujours repérable sur une carte, en fait, tu vois, et que je vais avoir un côté où il y a des gens qui vont aujourd'hui choisir de bosser avec moi et qui vont avoir conscience que moi je bosse en asynchrone, en remote, que je vais avoir besoin de temps et que des fois c'est simplement le temps que je vais avoir pour faire germer une idée qui va avoir plus d'impact que si je t'avais déroulé un plan hyper carré sur Excel en termes de plan marketing. Et en fait, tu vois, tu vas Ouais, avoir carrément. des idées. Et les gens aujourd'hui, je pense que mes clients, ils ont compris ça et qui viennent pour un état d'esprit, des idées et un panel d'expériences que j'ai pu accumuler entre le monde de la startup et une centaine de clients accompagnés, qui fait que je peux très rapidement identifier le problème que tu vas avoir dans ta structure ou dans ton activité si tu es freelance et te donner en fait des recommandations basées sur mon expérience et sur ce que j'ai vu dans toutes ces expériences-là pour te débloquer. Et donc en fait, ça permet de créer des déclics. Là où quand tu es salarié, on t'emploie pas pour que tu crées des déclics, on t'envoie pour que tu crées des PPT, tu vois, si j'exagère.